Aujourd'hui, petite vidéo un peu plus chill que d'habitude, puisque nous allons classer les épisodes de la saga Mad Max du moins meilleur au plus meilleur. Mais avant de commencer, un petit résumé s'impose. Donc Mad Max de George Miller, saga pleine de grosses voitures qui débute en 1979 avec le film éponyme dans lequel Max, incarné par Mel Gibson, est un flic intrépide qui, perdant son meilleur ami, son chien, sa femme et son gosse, devient l'incarnation de la V8 pour, suite à ce traumatisme, devenir le guerrier de la route, un loup solitaire méfiant de tous. Ce faisant, il évite autant que faire se peut tout contact avec quiconque, sauf bien sûr lorsqu'il y est contraint, auquel cas il se révèle implacable avec ses ennemis et d'une aide précieuse pour ses alliés de fortune, et ce, bien que cette alliance soit systématiquement basée, en premier lieu, sur un échange de bons procédés. Max, refusant de s'attacher par peur d'être une nouvelle fois détruit intérieurement, se condamne lui-même à errer seul sur les routes. Si Max suivait le parcours classique d'un protagoniste classique, les épreuves qu'il endure le conduiraient à faire son deuil et donc à accepter d'intégrer une nouvelle famille, sauf que lui refuse. Max est un personnage qui n'évolue pas, ce qui fait de lui, dès le deuxième opus sorti en 1981, symboliquement une sorte d'ange gardien qui aide ceux qu'il mérite à s'émanciper d'une menace qui, en général, se présente sous la forme d'un groupe de malfrats motorisés. En gros, Max est l'équivalent des aigles en version cuir et vulnérable du Seigneur des Anneaux, soit l'incarnation de la Providence, allant carrément jusqu'à devenir une figure biblique dans le troisième opus sorti en 1985 puisque, tel Moïse, il est condamné à errer dans le désert où, après avoir trouvé la mort, il est ressuscité tel Jésus par une bande d'enfants perdus qui, voyant en lui un guide prophétique, le perçoit comme le Messie. Bon, ok, Peter Pan n'est mentionné nulle part dans la Bible, mais il n'en reste pas moins que Max devient dans ce film une figure biblique. Ce rôle de Jésus post-apo lui est cependant retiré dans le quatrième opus, sorti en 2015, puisque, en plus d'y être redesigné en Tom Hardy, il s'y voit rétrogradé au rang d'ange providentiel, dont la modeste tâche est de prêter main forte à Furiosa, incarnée par Charlize Theron, dont l'objectif est de s'émanciper du patriarcat. On y reviendra. Ceci étant dit, c'est parti, top départ. Le quatrième meilleur Mad Max est bien évidemment Fury Road. Non, je déconne. Il s'agit bien sûr de l'opus le plus musicalement et capillairement ancré dans son époque, Mad Max 3, au-delà du Dôme du Tonnerre, dans lequel Max et Entité, incarné par Tina Turner, font un battle de brushing pendant toute la première moitié du film, battle dont Max se sort en un seul morceau en ayant la présence d'esprit de se couper les cheveux pour ne plus être perçu par Tina comme un rival lorsqu'il se retrouve face à face en fin de film. Bon, plus sérieusement, si ce film est en dernière position dans ce classement, c'est parce qu'il s'agit du moins Mad Max des Mad Max. Pourquoi ? Parce que une seule et unique course-poursuite, pour un Mad Max, c'est pas beaucoup. À vrai dire, je pense que George Miller en avait à ce moment-là assez de Mad Max, et voulait embrayer vers de nouveaux horizons. Après, ça reste quand même du Mad Max, hein. On y retrouve l'univers post-apo crasseux de la saga qui, ici, est superbement retranscrit à l'écran avec des décors, costumes, maquillage, coiffure, lol, stylé. La course-poursuite traditionnelle qui, bien que solitaire, demeure très cool et pose déjà l'identité visuelle de l'opus suivant, Fury Road. Et enfin, la structure narrative caractéristique de la saga, à savoir Max arrive quelque part, Max est confronté aux méchants, Max rencontre les gentils, Max aide les gentils contre les gentils sont tirés d'affaire, et enfin Max poursuit sa route seul de son côté, tel l'ange providentiel qu'il est. Et en l'occurrence, tel le Moïse Jésus Peter Pan post-apo qu'il est. Bref, il est temps pour nous de passer au troisième meilleur Mad Max, qui se trouve bien évidemment être Fury Road. Bon, je déconne. Pas. Non, si je déconne. Le troisième meilleur est, même si ça me fait mal de le dire, Mad Max premier du nom. Alors attention, pour un budget de 350 000 $, c'est un film fantastique. Et d'ailleurs, c'est un film fantastique tout court, beaucoup plus prenant et impressionnant que n'importe quel Fast and Furious, ne serait-ce que par ses courses-poursuites et ses cascades dans lesquelles, à part les morts et 2-3 petits avances rapides cheapos pour donner une impression de vitesse, rien n'est pipé. Les scènes de tension sont stressantes, les méchants font peur, l'antagoniste principal, Toe Cutter, incarné par Hugh Keays-Byrne, défonce, le film est super bien réalisé, son seul défaut est le faible développement de Max qui, en plus de son manque d'épaisseur, est un petit peu con. Oui, pour laisser sa femme, bien que badass toute seule, 3 fois d'affilée, sachant qu'il y a une bande de timbrés tueurs-violeurs à sa recherche qui rôdent dans le coin, faut être un petit peu con. Mais on peut cependant être indulgent sur ce point, car même si c'est un peu forcé, cela appuie le propos du film selon lequel s'enfermer dans sa bulle pour se couper du monde et en occulter le danger n'empêche pas le monde de continuer à tourner, ni ne fait, par conséquent, disparaître le danger. Max, pour avoir voulu échapper à la réalité suite à l'horreur qu'a subi son coéquipier Ami, est brutalement ramené à la réalité par les meurtres de sa femme et son fils des mains de ceux-là même qui lui ont retiré son ami. En gros, on ne peut pas échapper au réel. Et plus on essaye d'occulter le réel, plus le retour au réel fait mal. Ce propos est simple, universel et intemporel. Et moi j'aime beaucoup.
tout comme le petit tacle que le film fait au laxisme judiciaire qui, déresponsabilisant et ne condamnant pas les criminels qui plaident la psychose, laisse en liberté les meurtriers violeurs. Comme quoi, rien n'a changé depuis 1979. Et apparemment, ça énervait déjà tout le monde à l'époque, puisque, dans le film, Max, après avoir menotté le psychotique en question à une voiture sur le point d'exploser, laisse la possibilité à ce dernier de se scier la cheville pour s'en sortir. Alors, je sais pas pourquoi, mais je trouve cette scène toujours aussi satisfaisante. Bref, il est temps pour nous de passer au deuxième meilleur Mad Max de ce classement, qui est bien évidemment Fury Road. Non, je déconne. Pas. Mais vraiment pas, cette fois. Alors, à ce point de la vidéo, j'aimerais préciser qu'il s'agit du classement du moins meilleur Mad Max au plus meilleur Mad Max, selon moi, bien sûr. Aucun Mad Max n'est techniquement mauvais, chaque film a, comme toute production cinématographique, quelques petits défauts ça et là, notamment d'écriture et d'effets spéciaux, mais rien de bien méchant. Ce sont tous des bons films, après libre à chacun de se faire son petit classement ou non, et ici donc, bah c'est le mien. Dans lequel on retrouve, en deuxième position donc, Mad Max Fury Road. Un film bien écrit, très bien réalisé, bourré d'action, qui défend bien son propos via des thématiques bien développées, à travers les parcours de personnages bien construits et attachants, surtout Furiosa. Un très bon film donc, qui comporte néanmoins une anomalie, à savoir le traitement de Max. Avant de continuer, j'ai une petite question pour vous. Que ressentiriez-vous si vous découvriez un nouvel épisode d'Indiana Jones dans lequel Indy serait uniquement là pour aider un autre personnage à accomplir ses objectifs, faisant de lui un personnage secondaire de sa propre histoire? Eh bien, sûrement la même chose que moi à mon premier visionnage de Fury Road, dans lequel Max subit littéralement l'action pendant les 27 premières minutes. Sur 2 heures, ça fait beaucoup, pour, sur les 15-20 minutes qui suivent, devenir un obstacle pour Furiosa, pour finalement, sur toute la fin du film, aider cette dernière à accomplir ses objectifs. Alors, si le film était estampillé Furiosa, ça ne me dérangerait pas. Mais là, le film s'appelle Mad Max. Non mais regarde, même sur l'affiche, Furiosa est au premier plan. Mais regarde, elle cache même une partie de son prénom avec sa tête. Mais c'est fou ça. C'est donc ça, le fameux woman spreading? Je plaisante, c'est une blague bien sûr. Néanmoins, ce qui m'a amené à faire cette blague est également ce qui a mené à ce traitement de Max. Je m'explique. Fury Road est un film féministe, et Max est ce qu'on appelle un allié de la cause, incarné par Furiosa. Et en tant qu'allié, et surtout en tant que bon allié, il ne mène pas la cause à la place des concernés, il apporte son soutien et aide. D'où ce traitement particulier du personnage. Bon, après, faut quand même mettre de l'eau dans son vin, parce que même s'il est mis de côté pendant les 27 premières minutes, il n'est pour autant pas relayé au second plan et a une importance capitale dans le déroulement du récit. Car Fury Road est un film qui défend correctement son propos, féministe donc, c'est-à-dire en critiquant le patriarcat, incarné ici par Immortan Joe, l'antagoniste principal du film, sans l'amalgamer avec les hommes ou la masculinité dont Max incarne le côté positif, évitant ainsi leur diabolisation. Mais au-delà de ça, c'est tout simplement un excellent film, et pour ça, j'estime qu'on peut lui pardonner ce traitement un peu particulier du personnage de Max. Et puis bon, c'est pas non plus comme si George Miller, le créateur de Mad Max, ne transgressait jamais les règles de narration dans cette saga, ne serait-ce qu'au niveau de la continuité entre épisodes qui est clairement en option, ou encore le personnage de Max qui n'évolue jamais passé le premier épisode. Parce que c'est ça Mad Max, c'est la liberté créatrice. C'est, comme l'indique son nom que l'on peut traduire par le plus fou ou folie maximale, la folie qui part dans tous les sens. Et tant que sont respectés l'univers et les personnages récurrents, le reste peut bien être tordu dans tous les sens, on s'en fout pas mal pourvu que ça permette de donner vie à la folle vision de son auteur. Donc, même si c'est presque de la publicité mensongère que d'appeler le film Mad Max, ce n'est pas si grave au vu de sa qualité. Et pour être tout à fait honnête avec vous, la raison qui lui coûte la première place dans mon classement est beaucoup plus basique que ça. Vous allez certainement trouver ça puéril, mais bon écoutez, c'est comme ça. Cette raison, c'est l'absence de Mel Gibson dans le rôle de Max. Oui, Tom Hardy est très bien, on est d'accord, mais ce n'est pas parce que Tom Hardy est très bien que ça ne m'emmerderait pas de le voir jouer Indiana Jones dans une suite d'Indiana Jones. Mad Max, c'est Mel Gibson, au même titre qu'Indiana Jones et Harrison Ford, que Jack Sparrow et Johnny Depp, etc., etc. En plus, quand on sait qu'Immortan Joe, l'antagoniste principal du film, est campé par Hugh Casebourne, soit l'acteur qui campait l'antagoniste principal du premier film, et que Max réussit avec Furiosa là où il avait échoué avec sa femme, je me dis que ça aurait pu être une belle conclusion pour le personnage de Max, incarné par Mel Gibson.
Mais bref, passons sans plus attendre au premier meilleur Mad Max qui est bien évidemment, vous l'aurez compris, Fury Road. Non, il s'agit bien sûr de Mad Max 2. Que dire si ce n'est que les scènes d'action sont super cool, tout ce que l'on voit à l'écran est là aussi vrai, ce qui le rend d'autant plus impressionnant. Les méchants sont complètement tarés et malsains, sans pour autant, contrairement à leurs congénères des épisodes suivants, tomber dans le grand guignolesque. Ça se déroule dans un univers sombre, violent et sans pitié. C'est l'épisode qui a posé les véritables bases de la saga et qui a redéfini le post-apo au cinéma. Je ne m'ennuie pas une seconde lorsque je le revois, et ce, bien que je le connaisse par cœur. C'est l'épisode que j'aime le plus revoir, et il y a Vernon Wells, alias Bennett, le méchant de commando, qui trémousse son cul pendant les 3/4 du film. Que demander de plus? Non, le seul reproche que j'aurais à lui faire serait ce plan. Bon, je dirais pas non plus qu'on est dans du y a-t-il un flic, mais on n'est pas loin quand même. Mais bon, c'est pas grave, surtout en comparaison de tous les points positifs que j'ai évoqués plus haut. Sans oublier bien sûr le plus important, à savoir que dans celui-ci, Max n'est pas le perso secondaire de sa propre histoire. Et d'ailleurs, à ce propos, j'espère que Furiosa, le prochain film, portera bien sur Furiosa, hein, et pas un nouveau personnage qu'on connaît pas encore. Et puis bon, c'est bien beau de se la jouer féministe, hein, mais apparemment on peut pas s'empêcher de mettre le nom de Papounet au-dessus du titre, hein? Je troll, bien sûr, je suis taquin. Et ai-je vraiment besoin de préciser que ce qui m'a motivé à faire cette vidéo et à la sortir maintenant, c'est bien évidemment l'excitation que la sortie prochaine de Furiosa a provoqué chez moi. Car en tant que bon lamentable petit fanboy, je suis impatient de découvrir la jeunesse de Furiosa, qui plus est incarnée par Anya Taylor-Joy que j'aime beaucoup, confrontée à ce qui me semble être une espèce d'empereur romain post-apo incarné par Chris Hemsworth, qui, j'ai l'impression, l'a réduit en esclavage pour la forcer à participer en tant que gladiatrice post-apo à des jeux du cirque post-apo. Bon, après, peut-être que je me gourre totalement et que ce sera une toute autre proposition, mais quoi qu'il en soit, je suis hypé. Tout ce que j'espère, c'est que, à l'instar de Fury Road, il évitera de tomber dans les écueils que je dénonce dans certaines de mes vidéos. Mais j'ai confiance, on verra bien. Bref, c'était mon classement des épisodes de la saga Mad Max du moins meilleur au plus meilleur. N'hésitez pas à me donner le vôtre dans les commentaires, c'est toujours cool de découvrir les goûts de chacun. Et si vous n'avez pas vu la saga, foncez la découvrir pied au plancher. Ça se voit pas, mais j'ai fait un clin d'œil. Et si vous l'avez déjà vu, trouvez-vous un petit créneau pour la redécouvrir. Parce que Mad Max c'est super cool, et personnellement, c'est le genre de film qui me rappelle pourquoi j'adore le cinéma. Et c'est mieux que la plupart des blockbusters mous du genou actuels. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, aimez-la et partagez-la afin de l'aider à faire son petit bout de route sur YouTube, qui, on le sait très bien, ne passera jamais la seconde pour la mettre en avant du peloton. La condamnant à rester au point mort. Bon, j'arrête. Avant de déraper et de partir en tête à queue, bisous à tous. Bon, j'avoue, j'ai fait cette vidéo juste pour faire ces blagues de merde.